Bienvenue au Rendez-vous à la 3, un podcast dans lequel on va parler d'entrepreneuriat, d'impact et de projets menés par des passionnés. Bonjour à tous et à toutes, je suis Lia Ferranti et je suis la cofondatrice d'Ala3 Media, une maison de production de podcasts éducatifs et engagés. Chaque semaine, nous écouterons les témoignages inspirants d'entrepreneurs qui ont créé des organisations ayant un impact positif sur la société. Chaque épisode est le récit de personnes ayant osé sortir des sentiers battus, prendre des décisions audacieuses et qui ont finalement réussi à réaliser leurs rêves tout en faisant une différence positive dans le monde. Nous sommes convaincus que chaque histoire peut inspirer, motiver et transformer notre manière de concevoir l'entrepreneuriat. Alors si vous voulez découvrir comment entreprendre à votre tour en faisant une différence pour la société, rejoignez-nous. Bonne écoute! Bonjour à tous et merci pour Mélanie et Brice d'avoir accepté de faire cette entrevue aujourd'hui. Alors, c'est les cofondateurs de Baltic Brands et Mélanie, donc, elle, c'est la designer et qui est plutôt du côté du graphisme, de l'illustration. Ouais, moi, je m'occupe de tout ce qui est illustration, direction de produits aussi, faire les choix, décider quels produits on va faire, puis comment on va les faire, ils vont avoir l'air de quoi. Et toi, Brice, t'es plutôt au niveau du développement d'affaires? Voilà, c'est ça. Je fais le développement d'affaires, le développement de la marque, le marketing aussi, que ce soit national ou international. Je pense qu'on a tous en tête un peu à quoi ressemble Baltic Club avec leur petit carnet qu'on a tous vu à Montréal. Est-ce que vous avez des points de vente ailleurs qu'à Montréal? Oui, en fait, on a presque 400 points de vente Canada, États-Unis. Puis parfois, de temps en temps, à travers le monde. Est-ce que, Mélanie, tu veux commencer un peu à nous parler un peu de ton parcours personnel? Comment t'en es arrivée, en fait, à fonder Baltic Club? Oui, mon parcours, ça a commencé... J'ai fait des études en art visuel. J'ai toujours aimé le dessin, la peinture. Ensuite, je suis allée en scénographie. Ça, c'est les décors et les costumes de théâtre. On avait beaucoup de cours de modèles vivants, peinture, tous les jours pour faire nos maquettes et tout ça. Puis quand je suis sortie de l'école, je me suis rendu compte que je préférais faire mes affiches de spectacle que le spectacle lui-même, que acheter les bas, les robes, les pantalons, tout ça. Donc, je préférais faire les affiches. Donc, je suis allée étudier encore. À 27 ans, je suis retournée à l'école pour faire graphisme. Infographie, direction artistique et tout ça. Puis, c'était un cours condensé. Puis, dès que je suis sortie, je suis entrée en agence comme directrice artistique. Je me spécialisais surtout dans les projets culturels, pour les théâtres, justement, ou les entreprises plus culturelles. Puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré Brice dans cette agence-là. Puis, je faisais mes illustrations pour différents projets, des magazines et tout ça. Puis, j'ai eu le goût de faire mes propres illustrations, mes propres projets. Donc, ça a commencé comme ça. Brice m'a organisé une exposition surprise pour lancer mes premières illustrations dans un café. Sans me le dire, il est allé voir la propriétaire. Puis, il m'a organisé tout ça. Puis, ça m'a permis de créer mes premières œuvres. Puis, on s'est lancé quelques mois plus tard là, dans Baltic Club avec nos produits, nos cartes, nos affiches, tout ça. Ça a commencé comme ça. Et la papeterie, du coup, c'était pour l'aspect illustration et tout ça que vous avez choisi ce domaine-là? Ouais, c'était facile au début de prendre mes illustrations puis les mettre sur des objets qu'on pouvait faire à la maison ou qu'on pouvait faire facilement avec des fournisseurs d'ici. C'était accessible. Et toi, Brice, ton parcours un peu jusque... Oui, alors moi, j'ai étudié d'abord en économie à l'université. Et puis, gestion économique, comptabilité, gestion d'entreprise. Puis ensuite, j'ai quitté l'université pour faire une école de cinéma. Alors, je suis officiellement monteur de films. Génial. Post-producteur ensuite de films. J'ai travaillé en publicité beaucoup pour la télévision, le cinéma. Et ensuite, je suis allé travailler dans des agences traditionnelles et numériques aussi en France et au Portugal. Et puis, je suis arrivé au Québec en 2012. Et puis j'ai intégré des agences de publicité ici, Sidley notamment, puis ensuite Commun où j'ai rencontré Mélanie. Voilà. Et quand le projet de Baltic Club a commencé un peu à apparaître, tu t'es dit je saute dans l'entrepreneuriat ou tu avais déjà eu des expériences avant
Oui, j'avais des expériences avant déjà, mais j'avoue que j'ai forcé un petit peu la main à Mélanie. Mais au début, c'était un petit peu difficile. Pour moi, c'était tout à fait naturel. J'avais tout de suite envie de faire plein de choses. J'avais quand même des ambitions. J'avais envie de liberté. Et puis, Mélanie voulait vivre de ses illustrations. Je me suis dit qu'on avait vraiment là l'opportunité de faire quelque chose d'intéressant tous les deux. Alors, au début, ça a été difficile quand même pour toi, Mélanie, mais... Ben, c'est le changement entre l'esprit d'artiste qui fait les choses juste pour l'art, le grand art avec un art, et l'entrepreneur qui fait de l'art, mais pour gagner de l'argent. Tout ça, c'est sûr que c'est un mindset qu'il faut changer, là, donc c'est correct de faire de l'art accessible, c'est correct de faire des choses que les gens aiment et achètent, qu'ils te donnent leur argent durement gagné pour posséder, mais ouais, il faut changer la mentalité, là, quand même. Et tu as eu de la difficulté un peu à comme, adapter tes œuvres au grand public ou finalement, c'est quand même... Ben, il y a eu une première passe, là, je dirais les premiers 4-5 mois, où c'était des illustrations que je faisais pour moi, mon portfolio, si on veut, puis c'est sûr que ça touchait moins de monde, mais dès que j'ai eu... Ensuite, en fait, c'est après mon premier marché, j'ai pu discuter avec les gens, puis j'ai compris un peu ce qu'il fallait faire pour, à la fois, moi, être satisfaite de mon travail, mais que ça intéresse les gens aussi, puis... dans les premiers produits qu'on a fait, c'était des cartes géographiques. Donc, ça alliait aussi ma passion, ma curiosité pour l'histoire, la géographie, celle de Brice également. On écoutait plein de documentaires tout le temps. Puis, il y avait quelque chose dans les cartes. Je refaisais des cartes à la main d'endroits connus. Puis, ça a vraiment touché les gens tout de suite, là. On en a vendu plein. Puis, c'était vraiment... agréable aussi à faire. Le processus de création était super le fun. Puis j'imagine être rémunéré pour quelque chose qu'on aime faire, c'est quand même le fun au final. C'est incroyable. Pour vrai, c'est tellement satisfaisant. Moi, je mets tout mon cœur dans faire une illustration, puis il y a des gens qui prennent leur argent personnel puis qui me le donnent pour l'avoir chez eux, pour les inspirer tous les jours. C'est super. Au final, c'est peut-être une des façons qui démocratise le plus l'art en le faisant de cette façon. Tu touches quand même peut-être plus de monde de cette façon, et ça a quand même un bel impact. Ouais, vraiment. C'est touchant de penser que les gens y accrochent une œuvre que j'ai faite chez eux pour leur rappeler, soit leur donner espoir, soit leur rappeler un moment agréable qu'ils ont vécu ou juste les inspirer à rêver un peu plus. C'est vraiment... Je suis très fière de ça. C'est une belle réalisation, félicitations. Et toi, Brice, est-ce que ça a été difficile peut-être de jongler avec l'aspect créatif tout en essayant de préserver sa passion, tout en essayant de rentabiliser un peu parce que veux pas, il faut que ça fonctionne quand même? Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu une grande sensibilité pour le design et l'art en général, l'histoire de l'art en particulier. Et en rencontrant Mélanie, je me suis dit que son art à Mélanie me touche plus que n'importe quel autre. Récemment, elle m'a montré des trucs qu'elle avait fait en revenant d'une retraite. Elle fait des retraites de peinture et d'illustration aussi. Et une fois, elle est revenue, elle m'a montré les affiches qu'elle avait fait durant le week-end. Et j'ai pas pu retenir mes larmes, elles étaient vraiment trop magnifiques. Wow. Je me suis dit, moi, ce qui me motive, c'est vraiment faire en sorte que les gens ressentent aussi ça quelque part. Et effectivement, il faut qu'on gagne des sous avec si on veut continuer à pouvoir se permettre de le faire. Cela dit, on a beaucoup de gens qui nous demandent de faire des choses. Ah, vous pouvez mettre des ours, vous pouvez mettre des dauphins, des machins. On a nos représentants aussi qui s'occupent des ventes qui disent « Ah, ce qui marche bien en ce moment, c'est le vert, c'est le mauve, c'est le bleu et tout. » Nous, on prend toutes ces informations-là, mais au final, on n'en fait vraiment qu'à notre tête. Là. Puis je pense que ça fait partie des choses qui font que ça marche. C'est qu'on n'écoute pas forcément tout ce qu'on nous dit, c'est qu'on s'écoute plus, mettons. C'est sûr que parfois, il faut faire un petit peu les coins ronds, mais la sensibilité, l'unicité, elle vient aussi du fait qu'on fait sincèrement ce qu'on aime au final. Ben oui, c'est sûr. Puis quand on voit il y a plein d'artistes qui sont vraiment connus à Montréal en ayant des styles vraiment uniques et qui gardent cette image-là, c'est sûr que ça a participé à bâtir l'image de marque que vous avez. On reconnaît tout de suite un cahier ou quelque chose de Batik Club. Ça se démarque souvent là. Donc je pense que pour ça, vous avez vraiment réussi. Ah bah ça, c'est un super compliment. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, c'est sincère. Avant même de vous rencontrer, j'étais déjà une cliente depuis un petit moment. Donc, c'est gentil.
c'est vraiment le fun de pouvoir parler un peu de d'où ça vient. Et donc, en fait, les tout débuts de Baltic Club, donc ça a été des cahiers faits à la main et tout ça. Et au début, est-ce que c'était que du e-commerce ou est-ce que vous avez ouvert rapidement un espace? L'espace est venu au bout de 3 ans, je crois. Au début, c'était du e-commerce, le plus souvent, mais on avait aussi beaucoup de présence à des marchés locaux, des petits salons d'artisanat ici à Montréal, mais aussi on allait jusqu'à Ottawa, Toronto et tout ça. Et puis c'est à ce moment-là qu'on rencontrait les gens, on faisait une bonne partie de nos ventes, puis ça nous permettait vraiment de nous connecter à notre clientèle, aux gens qui nous suivent, qui nous admirent, puis d'avoir des échanges avec eux, ça, c'était super. Puis la boutique, c'est arrivé en 2017, je crois. On a ouvert notre première petite boutique sur Saint-Laurent. C'est arrivé par hasard, là. On prenait une crème glacée devant un local vacant, puis on a arrêté de parler de tous les deux, puis on s'est regardés. Puis on disait, ah, tiens, si on ouvrait une boutique, finalement, c'est pas ce local qu'on a pris, mais on s'est mis à regarder, puis on a trouvé un truc quand même vraiment cute, là, tout petit, un peu à l'écart du centre, mais vraiment charmant, là. À votre image. Ouais. Et qu'est-ce qui a été le déclic de vous dire, ah, ça y est, c'est bon, on ouvre une boutique? Mais je pense que Mélanie, c'est elle qui a un peu forcé la main là, pour le coup de la boutique. Là. Moi, j'étais pas super chaud au début, mais c'était vraiment parce que elle avait envie d'avoir un magasin, tu vois. Ouais. Comme on est passionné de design, on achetait plein d'affaires. Tu sais, quand on voyageait, on ramenait des cahiers, des affiches, tout ce qu'on trouvait, là, des accessoires de bureau et tout. Puis on a commencé à fantasmer sur un endroit où on pourrait montrer aux gens ce qu'on aime. Ce qui fait que quand on a ouvert la boutique, on a acheté plein de trucs vraiment aléatoires, mais qu'on aimait beaucoup. Mais tu te rappelles, hein, il y a des gens, ça les laissait vraiment perplexes à certains moments. Mais on a eu du fun quand même. Mais c'est toi qui as insisté quand même pour la boutique. Ouais, mais il y a aussi eu un rapport de circonstances, là. Je sais pas si tu te rappelles, mais avant, on était dans une ancienne école où on avait comme une salle de classe à nous. Puis on a décidé d'acheter un gros équipement, un gros couteau là, pour faire nos carnets. Ouais. Un truc immense qui est pas levable. Puis on était au 3e étage, pas d'ascenseur. On voulait vraiment acheter ce gros couteau qui s'appelle Gordon. On leur donnait tous des noms. Et puis, donc Gordon, il fallait qu'il rentre quelque part. Puis on a finalement choisi ce rez-de-chaussée-là aussi pour ça. Je t'ai pas forcé. T'étais d'accord. Oui, à cause du couteau. Ah, c'est ça. Et le couteau servait à faire les cahiers vous-même, c'est ça? Ouais, c'est une grosse tranche, un massicot, qui permet de couper au travers plusieurs 4 pouces au moins là, de papier, une belle ligne droite, là, une coupe super droite. Dans mon souvenir, vous avez aussi comme un aspect un peu développement durable dans la marque. Vous refaisiez des cahiers avec des anciens cahiers. Comment ça vous est venu cette idée-là? Est-ce que dès le début, vous aviez envie d'intégrer cette approche-là dans votre marque? C'est sûr que quand tu te mets à fabriquer des choses, il y a beaucoup de rejets, de pertes, de déchets. Forcément, ça vient avec du papier froissé, des coupures de papier qui servent pas. Puis plus on avance dans la fabrication puis la manufacture, plus on se rend compte qu'on se pose des questions sur comment on pourrait faire moins de déchets, comment on pourrait recycler ces petits bouts de spirale que nous coupons à chaque carnet. Et puis, ça nous a amené à être créatifs un peu avec nos déchets, avec les choses qu'on gardait pas. Puis, ouais, on a fabriqué des cahiers, des super beaux cahiers là, avec des pages toutes différentes. C'était une édition limitée parce que on avait acheté tout un entrepôt de vieux papiers, un imprimeur qui fermait, un peu Auction Hunters. Là, on avait misé, fait une offre sans voir ce qu'il y avait dedans. Là, puis on est arrivé avec une camionnette, on a tout pris. Puis dans cet entrepôt, il y avait plein de papiers différents, de couleurs, des papiers parfumés, des papiers déjà imprimés. Et puis, on s'est ramassé avec plus qu'une voiture pleine de papier. Wow. C'était un camion, là. On a loué un camion. C'était une grosse vanne, hein, ouais. Ouais. Donc, on a pris nos grandes tables, puis on a fait plein de piles de papier différents pour monter les cahiers tranquillement, là, avec une feuille quadrillée, une feuille rose, une feuille jaune, une feuille parchemin, une feuille transparente de calque, une feuille... Puis on a fait, je pense, une 50aine de cahiers avec ces feuilles-là. Moi, c'est le premier achat Baltic Club, ça a été un de ces cahiers-là. Ah oui? Ouais, c'est drôle, hein? Ah ouais, c'est je l'ai encore
encore. Ah bon? Ouais, je me souviens, je venais rentrer à l'université, puis j'écrivais mes objectifs et tout dedans, c'était mon beau cahier. Waouh. Ah, c'était un des trucs qu'on a préféré faire, Ah, je ouais. suis trop content que t'en aies un. C'est drôle. Vraiment. Et vous vous êtes dit, vous avez vu cette auction, comment on dit en français, C'était comme vente une aux vente aux enchères. enchères, mais à l'aveugle en plus. Tu sais. Ok, fait que vous saviez pas le genre de lot que vous alliez avoir. Bah, on savait que c'était un imprimeur qui avait fermé, mais on n'avait aucune idée de ce qu'il y avait là-dedans. Il y avait de la machinerie, il y avait plein d'affaires Fait là-dedans. que ça aurait il y pu avait être des chariots. genre des encres, je sais pas. Il y en avait. Ok, aussi. Il y a des pots d'encre, il y avait plein de trucs. Ouais. Puis vous avez vu ça et vous avez dit, oh, ouais, on va essayer, c'est le fun. C'est ça. Mais il y avait une grosse machine dans le lot qu'on voulait. Ouais. Puis lui, il a poussé pour qu'on achète tout le truc puis qu'on débarrasse son hangar. Là, puis on a dit, OK, c'est correct. Et vous avez entendu parler de ça comment? C'est drôle, on n'entend pas beaucoup de ce genre de C'est parce vente aux qu'ils enchères. vendaient Fritz. Ah oui, ils vendaient Fritz, ouais. Fritz, c'est le prénom de la machine en C'est question. ça que je me disais, ok, la nouvelle que vous avez ajoutée à Gordon. Voilà, Ok, c'est ça. ça. On a toujours essayé d'avoir la parité, là. On parle de Fritz et Gordon, mais nos machines, on a toujours fait en sorte qu'il y ait au moins autant de filles que de garçons. Ok. Ouais, on a eu Charlène, Frisou, Chuck. Voilà. Il y en a eu plein. Plein, ouais. Il y en a qui servaient à faire des trous, à couper, à assembler, à coller. Et du coup, grâce à toutes ces machines-là, vous arriviez à tout faire vous-même, en fait. Ouais. Ok, directement dans la boutique ou vous aviez comme un entrepôt en plus On avait séparé la boutique en deux. Donc, à l'avant, il y avait l'espace de vente. Puis, on avait une espèce de claustrat, là, des petites lattes pour séparer avec l'atelier derrière. Je te dirais qu'on faisait 90% des étapes. Il y a un moment où la demande est devenue trop grande, donc on faisait imprimer les lignes ailleurs sur des grosses presses, mais on recevait les feuilles déjà imprimées, lignées, puis on les assemblait nous-mêmes. Et donc, en fait, vous avez commencé au fur et à mesure, plus vous aviez de la demande, plus vous vous êtes dit, on va internaliser ça, puis on va faire de plus en plus, vous vous êtes structuré avec des machines. Pour l'objectif était que vous soyez indépendant ou Oui, exactement. On voulait vraiment être indépendant dans la mesure où le Canada, je dirais, s'est désindustrialisé dans notre industrie au cours des 30 dernières années. Puis aujourd'hui, c'est encore pire. Il n'y a absolument plus rien. Ce qui fait que nous, on s'est dit, tiens, on veut reprendre le contrôle un petit peu sur la production. On a eu beaucoup d'apprentissage et de fierté à faire ce qu'on a fait, puisqu'on continue de faire dans une certaine mesure. Les défis étaient gigantesques. Ouais, je me doute. Vraiment énormes. Et je pense que toutes les employés qui ont travaillé avec nous peuvent en témoigner là, que ça n'a pas été facile tous les jours à fabriquer tout ça. Mais tu sais, là, on parle au passé, mais pas parce que c'est terminé, Ouais. là, juste parce que c'est plus Brice et moi qui faisons les cahiers. Tout l'équipement qu'on a acheté, c'était bien pour quand on en faisait 100, 200. Là, on parle de milliers. Bah oui. C'est devenu complètement hors de contrôle. C'est Il sûr. aurait fallu qu'on achète des usines. Et là, clairement, on ne veut pas se transformer en manufacturier avec nos casquettes et puis mettre des blouses et puis mettre les mains dans l'encre et tout. Là, nous, on veut designer des produits pour les gens, pour qu'ils se sentent bien chez eux et puis qu'ils se sentent plus productifs et inspirés. Après, il a fallu qu'on fasse des choix dans la direction dans laquelle on voulait travailler avec Mélanie. C'est que ça nous a pris un peu de temps et de courage, mais maintenant on est recentré vraiment sur nos passions principales. C'est souvent ça aussi, j'ai l'impression, en entrepreneuriat, on fait tout, donc après c'est dur de réussir à rechoisir et se spécialiser dans ses tâches après avoir fait pendant 5 ans nettoyer les toilettes, fait l'accueil, couper les papiers. C'est tout à fait ça. Je comprends les challenges. Et vous avez fait comment la transition pour passer, c'est ça, de tout à la maison à faire confiance et développer à l'extérieur votre production à l'extérieur tout en ayant un contrôle, on s'entend? Ça s'est passé petit à petit. Par exemple, cet imprimeur qui imprimait les lignes pour nous, ben, un jour, on lui a demandé s'il pouvait aussi imprimer les couvertures. Puis, est-ce que tu pourrais peut-être les assembler? Et puis, ça reste... Ce qui était fait local est encore fait local. Mm-hmm. Mais il y a des gens qui prennent un petit peu plus de responsabilité dans le projet. Puis ça s'est fait petit à petit. Ce produit-là, on n'a pas tant le temps. Est-ce qu'on pourrait trouver quelqu'un qui pourrait nous
nous aider avec ça. Puis, Et vous arrivez encore à avoir le contrôle que vous voulez avoir sur la production? 100%. Encore ce matin, on était à l'entrepôt pour vérifier que la production était adéquate là, à notre goût, contrôle qualité. Puis quand ça fonctionne pas, on en parle, puis on ajuste. Puis les produits qui sortent, c'est important qu'ils soient 100% de qualité, comme Baltic Club veut que les produits soient. Puis ça, c'est non négociable, là, donc il faut que ça marche. Comment ça a été la COVID par rapport à tout, justement le e-commerce et tout ça? Je pense que vous aviez une boutique plus grosse en personne en plus à ce moment-là. Est-ce que ça a été, je suis sûre que ça a été difficile, mais est-ce que vous avez réussi à quand même continuer votre croissance là-dedans? Alors, la journée où le Québec a été mis sur pause, on a paniqué. Ouais. On avait super peur que ce soit terminé. En plus, ils ont fermé les commerces, donc ça a tout de suite fermé cette entrée-là d'argent. On avait des employés, on les a laissés à la maison. Mais ça a pris 24-48 heures qu'il y a eu une énorme vague d'amour des gens. Puis les commandes ont commencé à rentrer. Mm-hmm. Et puis, plus les semaines passaient, plus il y avait des commandes. Donc, Brice était chez lui. Et puis moi, j'allais 3 fois par semaine à la boutique préparer les commandes toute seule, dans le froid, dans le noir. Puis mon seul contact, c'était Benjamin de la Poste. Puis on était bien amis, mais on se tenait loin, tout ça. Puis plus ça a été, les commandes entraient. Puis à tous les jours, il y en avait de plus en plus. Fait que Brice est venu m'aider. Puis c'est sûr que le magasin était fermé à ce moment-là, mais les commandes en ligne ont pris le dessus. Puis c'est un peu ce que tout le monde dans le e-commerce a vécu là, dans les mêmes mois. Donc ça a bien été. Quelques mois plus tard, on a fait revenir nos employés. Ça a été difficile parce que ça a été dur pour beaucoup de gens. Au niveau de l'anxiété ou Ah oui, par rapport à la maladie? Ouais, l'anxiété, revenir avec des gens, revenir à un horaire construit. Ouais, il y avait beaucoup de stress, là. Il y avait beaucoup de pression pour tout le monde. C'était vraiment difficile. Puis surtout, si la cadence a augmenté avec moins d'effectifs, ça ajoute aussi... Ouais, vraiment. Puis nous, on a connu un gros volume de vente. On a sorti des produits aussi un peu différents. On a sorti un kit de chandelles, un ensemble de fabrication de chandelles à la maison qui a explosé tout. On n'a jamais eu des grosses commandes comme ça. On en a envoyé dans des grosses chaînes aux États-Unis, partout au Canada. Donc, on a fait rentrer du monde le plus possible. Il y avait tellement de gens, puis c'était la COVID, on portait des masques, il fallait rester à 2 mètres, qu'on faisait un chiffre de soir avec une deuxième équipe pour réussir à rentrer dans votre temps. Donc, Brice et moi, on dormait plus parce qu'on faisait toute la journée, puis en plus, on faisait les week-ends et tout ça. Puis ça a duré presque toute la pandémie, là, au moins 1 an et demi. Presque 2 ans, où on a fait rentrer de plus en plus de gens pour des très gros projets. On a déménagé à ce moment-là aussi, Noël 2020, parce que notre local était plus assez gros. Donc, on a ouvert une nouvelle boutique un peu plus haut sur Saint-Laurent, où on avait un plancher de production immense. On a monté jusqu'à 20 employés. Pour préparer les commandes chaque jour, préparer les produits, puis envoyer ça aux 4 coins de l'Amérique. Wow. Vous avez eu comme les deux, l'hypercroissance d'un coup, soudaine, plus la COVID. Et est-ce que vous avez senti que ça venait un peu de cette... Moi, je me souviens en tant que consommatrice qu'il y a eu comme une vague un peu d'amour et de soutien envers les petits commerces locaux et québécois. Je me souviens, on essayait tous les encourager et tout pour essayer de faire survivre. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi un peu de ça ou Moi, honnêtement, j'ai trouvé ça tellement fort. Ouais. Que dès le premier jour, ça m'a complètement touché. Avec Mélanie, ça nous mettait à terre de voir ça, tellement on n'en revenait pas. C'est tellement fort que je le sens encore, là, ça fait plus de 2 ans, là, je le sens encore. Ouais. Je ne sais pas à quel point, on a fait un post là récemment pour dire qu'on avait 8 ans et tout, puis j'ai écrit merci à la fin, mais je saurais pas comment dire à quel point on est plein de gratitude là, vis-à-vis de tout ce qui nous arrive là depuis 2-3 ans, vis-à-vis de notre communauté, des Québécois, des Québécoises surtout, qui sont majoritairement nos clientes. Et puis on le sent encore, tu vois,
les répercussions de tout ça. Je suis contente d'entendre ça. On dirait que j'avais peur que la Covid avait apporté un moment temporaire de soutien puis que ça se serait peut-être un peu baissé. Mais finalement, si ça a aidé les gens à aller plus vers ce type de consommation, sur le long terme, c'est positif. Je pense que les gens ils sont très au courant maintenant des difficultés que les petits entrepreneurs ont. Ils sont compréhensifs, il y a beaucoup d'empathie. Tu sais, ils faisaient la file, on pouvait pas rentrer plus que 2 dans le magasin, ils faisaient la file dans le froid, Ouais. ils attendent. Tu sais, c'est vraiment incroyable. Rien Là, que d'y les gens... repenser, ça me fait des frissons. Donc, on est super reconnaissant de tout ça. Puis oui, ça perdure. Là. On a un contact privilégié, on dirait, avec Votre tous les communauté. gens qui nous ont encouragés à ce moment-là. Ben oui, c'est sûr. Puis il y a aussi votre travail, il faut dire, oui, c'est des circonstances et tout ça, mais vous avez aussi travaillé beaucoup, beaucoup pour en arriver là. Donc vous pouvez aussi vous accorder, je pense, du crédit là-dedans. C'est beaucoup d'années de travail qui ont payé. Ça fait partie de la beauté de la chose. Et les nouvelles étapes maintenant, donc que ça va aussi bien, est-ce que vous voulez me parler un peu de Baltic Brands et les prochaines étapes peut-être de Baltic Club aussi? Maintenant qu'on a un peu plus de visibilité, on a le temps de respirer un petit peu là, avec Mélanie et on a décidé maintenant de redonner davantage. On a décidé plus de partager là, parce qu'on était vraiment centré sur ce qui nous arrivait en essayant de s'en sortir là, ces derniers temps. Mais maintenant qu'on arrive à sortir la tête de l'eau, on dit ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et puis là, pour nous, c'est vraiment important de connecter avec les gens, maintenant qu'on peut se revoir et tout. Donc on a créé un club de lecture pour entrepreneurs, on a fait des collaborations notamment avec la fondation Mira, on a créé des produits pour eux et tout, on fait des choses pour les miels d'anisset et choses comme ça. On travaille un peu avec la Sodec aussi et on fait plein d'affaires à droite à gauche là que avant on n'aurait peut-être pas fait, on n'aurait pas eu le temps de faire avec passion et tout là. Maintenant on le fait vraiment en s'impliquant complètement et on veut vraiment maintenant se connecter avec la communauté d'entrepreneurs et notamment les entrepreneurs créatifs du Québec et on a envie de les aider à créer leur entreprise, à les faire grandir, à les supporter, et que ce soit directement à travers du coaching, du mentorat, ou des cours en ligne, ou des réunions, des conférences, peu importe. Là, tous les moyens sont bons pour rentrer en contact avec eux, pour les aider, servir de notre expérience. Mais aussi, on s'est dit que créer Baltic Brands, par exemple, c'est créer une sorte de grappe d'entreprises créatives qui se joindraient au Baltic Club, qui auraient des offres complémentaires et qui profiteraient des mêmes systèmes que nous, on a pu mettre en place durant ces dernières années pour les faire naître, grandir, un peu comme des incubateurs tout inclus, tout simplement pour des gens qui veulent vivre de leur art, de leur... qu'ils soient illustrateurs, bijoutiers, parfumeurs, peu importe, pourvu que ce soit quelque chose qui nous touche et qui a un rapport avec le design et la création en général. Et puis en plus, c'est rare, en tout cas, moi qui suis un peu dans la sphère, dans l'écosystème, là, on ne voit pas beaucoup d'incubateurs qui connaissent la vente en magasin, qui savent qu'est-ce qui se passe réellement quand on est un petit commerçant dans la rue, c'est quoi les enjeux qu'on vit. Donc c'est sûr que vous devez avoir, ou vous allez en tout cas avoir pas mal de demandes dans ce milieu-là. Surtout dans le quartier, heureusement, il y en a tellement des petits bijoutiers, des petits artisans qui font du travail magnifique et qui sont peut-être, qui trouvent pas d'aide comme les gros noms qu'on connaît. Voilà, on veut pas être les dragons comme on voit à la télé, là, qui donnent des sous et tout ça. Nous, on veut vraiment travailler ensemble pour grandir, là, définitivement. Puis en plus, les systèmes et tout ça, c'est ce qui est difficile quand on démarre, de trouver les connaissances, même les systèmes de caisse, les RH. Quand on est 3 dans une boutique, c'est tellement, ça peut paraître des obstacles immenses à surmonter. Donc, c'est sûr que c'est de l'expérience qui vaut beaucoup. Bah, on pense, oui, que ça vaut beaucoup. Tu sais, la logistique, effectivement, oui. comme tu dis, les ventes, ce sont des choses qui nous dépassent au début. Là, on est passé par là, on sait bien. Mais là, ce serait comme arriver en disant, bon, bah, garde, on aime vraiment ce que vous faites, rejoignez-nous, puis vous ferez plus de comptabilité, genre. Tu vois ? Pour conclure l'entrevue, c'est quoi déjà les prochaines étapes de Baltic Club ? Est-ce que maintenant vous prenez un peu de temps pour vous après cette immense croissance que vous avez eue, ou est-ce que vous continuez à fond avec des nouveaux projets ? On continue à fond. Nice. Je pense qu'on n'est pas capable de ralentir. Cela dit, maintenant qu'on a plus de temps,
le travail est plus concentré, on est focus. On peut commencer des gros chantiers de réflexion, de création, ce qu'on n'avait pas vraiment le temps avant. On répondait à plein de questions. Il y avait toujours quelqu'un dont il fallait s'occuper. La boutique, les gens rentraient, tout ça. Maintenant, on a le temps de partir des gros chantiers de réflexion. Donc, les prochaines étapes, on travaille sur plein de nouveaux produits. Chaque année, on sort une nouvelle collection déclinée en plein de petites dates de lancement. La prochaine qui s'en vient est inspirée des prairies, donc les grandes plaines à travers l'Amérique, les herbes hautes, les gros herbivores et tout ça, les plantes, les fleurs sauvages. On va avoir un petit peu plus de produits pour la cuisine. On peut rien promettre, mais on travaille fort sur une collection pour animaux. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Oui, bien sûr, évidemment. Des accessoires pour animaux? Ouais, des accessoires pour animaux, des laisses, des colliers. C'est super long à développer, là, évidemment, parce qu'on veut choisir chaque petite boucle, le matériel et tout ça. Mais ça va voir le jour prochainement. J'espère l'année prochaine, mais on verra. Et en plus, j'imagine que c'est une nouvelle expertise. Moi, j'adore ça, apprendre. J'adore ça, découvrir des nouveaux matériaux, des nouvelles matières. Enfin, je pense que toutes les employés qu'on a eus dans le passé peuvent en témoigner. Moi, c'est un peu je suis un geek de ça, là, pas mal. Et là, par exemple, on fait des bâtons d'encens. Ok. C'est pas de l'encens traditionnel là, qui sent l'encens, là. C'est des choses qui sentent le parfum, tu vois. C'est des trucs qui sentent super bon. Ben, je les fais dans ma cuisine, tu vois. Waouh, ok. Et ça n'a pas l'air, mais moi j'adore ça. Et puis je suis en train de prototyper d'autres trucs. Mais quand on doit travailler avec des nouveaux matériaux comme du textile, du bois, du métal, du plastique, je me lance là-dedans. Là. Tu fais comment? Est-ce que tu regardes des tutos sur YouTube ou est-ce que tu vas voir genre des experts que tu connais? Ben, je fais tout ça. Tout? Ouais. Ouais. YouTube, pas mal YouTube. Ouais, on va voir des usines, on va rencontrer des gens. Mais je pense que ça fait partie un peu de l'ADN des entrepreneurs aussi, d'avoir envie d'essayer des nouveaux trucs, tester des trucs, puis se lancer un peu, peut-être... On s'est déjà trompé dans le passé. Il y a des produits qu'on a mis beaucoup d'efforts finalement et ils n'ont jamais vu le jour parce que c'était trop compliqué. Ah ouais. C'est toujours difficile de réfréner la passion. Là. Oui. On est tout le temps en train d'avoir 1000 idées. Si tu voyais notre outil de gestion, là, Asana, en ligne, là, tu verrais la liste de trucs qu'il faut qu'on fasse. Là. C'est étourdissant, mais on essaye de se canaliser un petit peu, mais c'est pas facile. Hein. On est vraiment, parfois, on fait des produits sur un coup de tête, là... Mais c'est peut-être ça qui maintient aussi la passion globale. S'il n'y avait pas ces petits élans de folie, peut-être que vous aurez peut-être un peu moins envie d'aller tous les jours au travail, je sais pas. C'est sûr que ça ponctue. Il y a quand même une grande satisfaction de faire ce qui est prévu puis ce qu'on doit faire et tout ça. Là. Moi, j'en tire une grande satisfaction, mais c'est sûr que quand par exemple, la semaine passée, on s'est dit « Hey, et si on faisait un sac mystère, mais... » en bas de Noël, pour Noël, avec des petits trucs que les gens... Et puis, en 2 jours, j'ai dessiné un bas de Noël, on colle ça sur une enveloppe, puis ça existe. Ouais. Et c'est incroyable. C'est sûr que ça rythme un peu le calendrier, les mois, puis avec des petites surprises, puis des fois, on magasine, puis on voit un truc, puis « Ah, mais je veux vraiment me faire une couverture pour la maison parce que j'ai froid. Donc, ici, j'en faisais une pour Baltique, puis qu'elle était magnifique, et puis que tout le monde l'aimait aussi. Ben pourquoi pas? Parfait. Je regarde, j'essaie de trouver qui fait des couvertures au Canada. Parfait. Je commence un design, puis ça commence comme ça. Des fois, ça aboutit. Des fois, non. C'est pas grave. Mais quand ça aboutit, c'est vraiment le fun. Et ça arrive pratiquement tous les jours, ce genre de truc-là, ce genre d'histoire. Et est-ce que vous trouvez que c'est depuis que vous êtes stabilisé que vous arrivez plus peut-être à faire ça, ou déjà avant, vous le faisiez beaucoup, puis peut-être les deuils étaient plus gros à ce moment-là, vu que c'était plus d'investissement? Avant, on pouvait se lancer dans n'importe quoi sans même peser les pour et les contre ou même faire un budget. Aujourd'hui, on est beaucoup plus rationnel dans nos décisions, même si on se laisse embarquer dans des idées pas possibles parfois, puis c'était une mauvaise idée, puis on le fait pareil, puis c'est pas grave. On réfléchit un peu plus qu'avant. J'aurais vraiment cru l'inverse. Je me disais, une petite entreprise avec moins de budget va peut-être hyper réfléchir avant de lancer un produit, et une plus grosse qui est plus stable va se dire on teste des trucs, au pire, on a une petite marge de perte, mais c'est drôle de voir l'inverse. Ah ouais. On se laisse quand même un budget de surprise. On a toujours eu une espèce d'enveloppe
up où on se disait, ah bon, ben ça va être drôle. On a déjà fait une affiche où on pouvait prendre, il y avait un pouce découpé, puis ça pouvait aller par en haut ou par en bas, puis les gens pouvaient indiquer s'ils vont bien ou pas. Ça sert à rien, mais c'est très drôle. Et donc, et puis ça a coûté très cher à faire. Ok, ouais. Pour la blague. Mais on l'a fait, on a bien ri, on les a tous vendus, puis c'est correct. On a fait un néon en forme de chien. On a fait un néon en forme de chien. Juste comme ça. Voilà, on avait envie de faire un néon en forme à vendre, de chien. Un produit à vendre non, aussi? Juste non, comme ça, pour là, la pour le mettre boutique. dans l'atelier. Oui, dans la boutique. Hein. Nice. On a une enveloppe de surprise pour faire des folies. Ouais. Ça, c'est le fun. Et donc là, si vous avez un conseil à donner pour quelqu'un qui est dans votre milieu et qui voudrait, enfin, qui est une entreprise créative, par exemple, qui veut se lancer, peu importe, qui veut ouvrir un commerce, ce serait quoi votre conseil? Si c'est quelqu'un qui a un talent particulier et qui ne sait pas comment se lancer, il faut y aller tout de suite, aujourd'hui, maintenant, et il faut faire des choses et les montrer. Et les montrer, je dirais que c'est le plus important. Il ne faut pas garder ça pour soi. Il faut se faire un compte Instagram puis le montrer à tout le monde puis dire à sa famille, à ses amis, je fais des choses. Vous n'êtes pas obligé de les acheter, mais sachez que ça existe. Puis si vous voulez m'aider, parlez-en à vos amis. Et il faut tout de suite créer plein de choses, ne pas attendre que ça soit prêt. Nous, on se dit tout le temps, là, si c'est 75% bon, c'est bon. Sinon, il est trop tard. Sinon, on a perdu le momentum. Donc, il faut se lancer. Il ne faut pas attendre 2 ans d'avoir son branding ou son site web. Là, ça va être trop tard. Il faut y aller maintenant. Ouais, je rejoins Mélanie là-dessus. Toutes les personnes qu'on coach ou qu'on mentor ont pas mal toutes le même blocage qui se sentent pas prêtes. Alors qu'à chaque fois, nous, on passe vraiment plus de temps à expliquer aux gens à quel point ils sont franchement prêts, même au-delà de prêts, à les convaincre qu'ils sont au-delà de ça, que de leur dire qu'ils sont bons, pas bons, parce qu'on est personne pour juger ce qu'ils font. Il y a de la place pour tout le monde. On aide des gens qui sont aussi dans la papeterie, dans les chandelles, dans tout ce qu'on fait. Parce que pour nous, l'important, c'est que on soit tous ensemble à avancer, à faire comprendre aux gens qu'on peut faire quelque chose ici, au Québec, localement, etc. Puis que tous ensemble, on peut arriver à avoir un impact, un poids. Ce qui fait que dire aux gens, vous êtes prêts, attendez pas, vous êtes prêts, c'est pas mal ça qu'on fait à chaque fois. Là. Donc n'attendez pas, c'est ça notre conseil. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, je pense que ça conclut bien cette entrevue, c'était super intéressant, vraiment merci beaucoup pour votre temps et je mettrai dans la description du podcast tous les liens pour aller regarder qu'est-ce qu'ils font et pouvoir les suivre, donc merci beaucoup. Merci.